Bonjour. À l'écran, vous voyez un exemple d'un tableau de bord qui peut suivre en temps réel vos investissements financiers et tout regroupé sur la même page. Si vous avez des investissements sur plusieurs comptes différents avec plusieurs institutions différentes, c'est un bel outil pour pouvoir suivre l'évolution de celui-ci dans un même endroit que vous avez vous-même créé. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un tableau en partant de zéro. Et voilà. Alors, pour avoir un tableau de bord qui fonctionne ainsi, il faut savoir qu'il faut travailler sur plusieurs onglets. La plupart des données du tableau de bord viendront d'un onglet que vous pouvez appeler Données. Et vous pouvez soit créer un onglet différent pour chacun de vos actifs, ou alors tout regrouper sur le même onglet. Ça dépend de vos choix. Je vais vous montrer un peu comment j'aimerais les présenter de la manière la plus concise possible, parce qu'on peut toujours empiler des tas de données sans que cela forcément nous apporte quelque chose de plus. Mais le minimum dont je pense qu'on a besoin va être de la date, bon, déjà on peut en douter, mais pourquoi pas, du type d'activité qu'on va faire, de nom de l'actif, du prix par part, ça c'est assez intéressant, du nombre de parts qui vont être échangées, des dividendes actuels, et du montant de l'achat ou de la vente que vous allez effectuer. Vous allez ensuite avoir un nombre de parts total. Et puis, vous verrez ici que après c'est toujours intéressant d'avoir le total des dividendes qui ont été payés, le total qui a été investi dans l'actif et le total des parts que vous avez ici. Ok. Vous verrez plus tard que le tableau de bord va se fier principalement aux trois données qui seront là. Et vous allez devoir rentrer manuellement chacune des transactions que vous allez devoir faire. Vous allez devoir entrer le type de transaction, est-ce que c'est un achat, une vente, vous allez devoir entrer le nombre de parts échangées, etc. etc. Bon, tout ça c'est bien beau, mais si vous avez déjà beaucoup d'investissements, que ça fait longtemps que vous le faites et vous avez des centaines, voire des milliers de transactions dans le passé, je ne vais pas vous demander d'aller le voir, qu'est-ce que vous avez fait déjà et de les reporter une à une. Ce que vous pouvez faire ici, c'est reporter une moyenne. Normalement, ces informations devraient être fournies par la banque avec qui vous faites affaire. Donc, ici, je vais essayer parce que je veux que ce soit concis, de créer un tableau déroulant. Alors, je vais vouloir parler d'achat, de vente et de dividendes. Vous voyez que j'ai créé un nouvel onglet pour créer ces trois choses-là, mais ces informations-là, en fait, je veux qu'elles soient dans un menu déroulant qui va se trouver à l'onglet Activité ici. Pour créer le menu déroulant sur la cellule en question, je sélectionne la cellule, je me rends dans Données, ici, et je vais prendre cette icône-là qui s'appelle Validation des données. Validation des données, et dans la liste d'autorisation, je sélectionne une liste. La source de cette liste va être l'espèce de trois mots que j'ai créés là. Et voilà. Donc là, j'ai ma petite flèche maintenant qui me donne un tableau déroulant avec le choix de l'activité que je veux faire. Cette liste, vous n'en avez plus besoin, alors ne la supprimez pas, vous pouvez la masquer. Okay. J'étais parti du principe que vous aviez jadis des investissements. L'actif au choix que l'on pourrait prendre, alors moi comme exemple, j'ai pris un ETF Monde, où vous allez prendre vos investissements à vous. L'ETF s'appelle SUSW. Alors, je l'ai tapé sous ce format pour aller chercher les données boursières qui correspondent à cet ETF. Vous allez voir, tout le nom va apparaître ici. Bon, je peux faire une meilleure mise en page. Renvoyer la ligne automatiquement, voilà. Donc ça c'est le nom entier de l'ETF. L'activité, donc vous avez acheté par le passé. Vous en avez acheté, disons, pour 10 € par part. Et vous en avez acheté 200. Allez. C'est juste des exemples. Mettez ici vos vrais chiffres. Allez chercher sur votre institution financière le nombre moyen. Vous aurez une moyenne, le prix par part moyen, et vous l'indiquerez dans prix par part ici. Et vous indiquez la quantité que vous avez. Pour les dividendes, soit vous en avez tenu un relevé, soit votre institution vous le donne. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Tant pis. Si vous avez un moyen de les retracer depuis le début, allez-y, ça peut toujours être intéressant de le faire.
Sinon, tant pis. Ce n'est pas si important que ça de savoir combien de dividendes vous avez touché depuis le début. Alors, montant à l'achat. Alors ici, il va falloir rentrer des formules. La formule qui nous intéresse ici. Alors, si c'est une action du passé, vous n'avez pas à rentrer des formules plus compliquées que la simple multiplication de nombre de parts échangées, c'est-à-dire de parts achetées par le nombre de parts. Ok, donc là vous avez 2000 euros. On peut directement mettre sous forme monétaire ici, ça serait plus simple. Moi c'est en dollars, vous pouvez le mettre en euros. Ok. Et le nombre de parts totales, vous pouvez quasiment recopier ce qui est ici, parce qu'il s'agit en fait de votre première transaction. On ne va pas entrer entre des formules trop compliquées ici. Bien, maintenant que vous avez corrigé le passé, allez, soyons gentils même, on va dire que vous en avez mis plus que ça dans le passé. Hein. Vous en avez pour, pour 20 000 euros. Maintenant, vous voulez à nouveau acheter cette action. Ok, cette fois, on est en date d'aujourd'hui, donc on va mettre le 6 décembre 2024. Voilà. Encore un achat. On va faire un copier-coller de la case précédente pour avoir le tableau déroulant qui s'offre à nous. On peut copier-coller le nom de l'actif aussi. Et maintenant, nous en avons acheté, disons, allez, 10 parts encore. 10 parts. C'est là qu'il va nous falloir entrer une formule ici. Alors, pourquoi il nous faut une formule plus compliquée que celle du dessus? Parce qu'on a fait un tableau déroulant dans lequel on aimerait que ça calcule automatiquement qu'est-ce qui se passe quand j'achète, qu'est-ce qui se passe quand je vends et qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un dividende. Alors, ça nous crée quelques conditions. Alors, les conditions, c'est la fonction si. Donc, si notre cellule ici, qui est B3, est égale à la valeur achat, alors il faut bien reproduire les majuscules, hein, il me semble, je pense que... alors, achat, vous voyez, avec des guillemets, point virgule, alors on veut, quelle est la valeur? Si c'est achat, qu'est-ce qu'on veut? On veut une multiplication entre le prix par part et les parts échangées, parce que là ça va bien, voilà. Si, alors deuxième fonction si, notre cellule B2, enfin B3 plutôt, nous dit le mot vente, nous voulons cellule de parts échangées soit négative, parce que cette fois nous allons vendre des parts, ok? Donc il faut qu'elle soit négative et multipliée encore une fois par le prix par part, ok? Et la troisième condition, c'est si notre cellule B3 ici affiche le mot dividende, nous voulons qu'il ne se passe rien. Très bien. Alors, on conclut, on ferme le nombre de fonctions, et voilà. Bon. Alors, là, nous avons dit que nous avons le mot achat, donc maintenant il faut mettre un prix par part ici. Pour l'instant il y a 0 parce qu'on n'a pas rentré toutes les informations dans la cellule D3. Donc le prix par part, disons qu'on l'a acheté cette fois 11 euros. Donc nous avons un montant d'achat de 110 euros. D'accord? Donc 10 parts à 11 euros l'unité. J'ai juste besoin de mieux présenter tout ceci. Okay. Donc, un montant de 110 euros. Donc, pour le nombre de parts ici, nous allons encore créer une fonction, une condition. Donc, si notre cellule ici indique le mot achat, ici, donc si on achète des nouvelles parts, on veut que le nombre de parts qu'on a achetées soit reflété dans cette colonne, dans cette cellule ici. Deuxième condition, si notre cellule, toujours B3, indique une vente, nous voulons que le nombre de parts, mais en négatif cette fois, d'accord? Et finalement, notre dernière condition, donc si la cellule B3
affiche le mot dividende. Nous voulons que rien ne se passe. Bien. Bon. Quel est l'intérêt de tout ça? On va vérifier si ça fonctionne bien. Si au lieu d'acheter, j'ai vendu, vous voyez que du coup j'ai un montant négatif ici. Donc j'ai vendu 110 $, et j'ai fait une transaction de moins 10 parts. D'accord? Pour l'instant, les dividendes, je les laisse comme ça. Ça va être assez simple, les dividendes. Il y aura pas, on a rentré les formules les plus compliquées. Donc, une fois que j'ai fait rentrer toutes ces données, il va falloir que je m'intéresse à tout ce qui va se trouver ici. Donc, total dividende, ça va consister en une simple somme, ok, mais une somme qui va aller, donc une fonction somme qui va aller à toute la colonne de dividende ici, à laquelle je retire l'entête dividende. Voilà, parce que j'aurais des problèmes sinon. Donc tout ce que vous allez rentrer ici va être, même dans le futur dividende, va être rentré automatiquement dans le total dividende ici. Donc ça ne consistera à rentrer qu'une simple information. Il n'y a plus de formule à partir de maintenant. Il n'y aura que des sommes qui seront des totaux de colonnes. Total investi, ça va être la même chose. Je vais chercher la somme de la colonne des montants ici, des achats. Vous voyez, de cette somme, je vais retirer encore une fois l'entête. Voilà. Et voilà, vous voyez que ça me dit que j'ai investi un total de 19 890 €, bon, dollars, c'est-à-dire les 20 000 $ que vous aviez précédemment investis par le passé au fil des années, moins les 110 de cette transaction-là, parce qu'on a fait une vente. Puis si vous aviez fait un achat, vous auriez 20 110 $. Vous voyez, total départ, vous vous doutez que ça va être la même histoire. Donc je vais faire une somme automatique de toutes les parts ici, j'enlève l'entête comme précédemment. Ok, donc voilà, vous aurez une somme des anciennes parts que vous aviez depuis le passé, que vous aviez accumulées, plus ou moins. Ok, là c'est un achat, donc c'est une addition qui s'est faite. Et si vous mettiez une vente, vous verrez que ce sera moins 10 parts. Ok, total départ reste comme ça c'est des euros, des dollars, ça c'est des dollars aussi. Et puis maintenant, si vous rentrez un dividende dans le futur, donc dans la même date, allez, on a fait une vente et un dividende, on fait des copier-coller, sans problème. Et cette fois, nous voulons un dividende. Donc si on a reçu un dividende de 20 $, le dividende s'affiche ici. D'accord. Donc le tableau de bord va s'occuper de ces trois cellules ici, principalement. Vous faites des simples copier-coller et vous aurez automatiquement les formules qui vont s'appliquer. Vous pouvez bien sûr, pour essayer un peu de ne pas avoir à modifier tout le temps les formules que vous allez calculer, vous pouvez changer les couleurs. Donc avec un remplissage ainsi, peut-être ça va vous rappeler que ce sont des zones où il ne faudra pas rentrer des informations directement, juste copier-coller l'information qui est ici, la formule conditionnelle ici. Alors qu'ici, ce sont des cellules que vous pouvez laisser plus ou moins vides, car vous allez rentrer vos propres données sans problème. Alors voilà pourquoi je vous disais que peut-être qu'il vaut mieux utiliser un onglet différent pour chaque action, parce que vous allez voir que la somme qui va se retrouver ici, les dividendes, le total investi, va vraiment prendre toute la colonne, toute la colonne d'achat. Donc hors de question d'aller rentrer un actif différent. Cette zone-là, la zone C ici, cette colonne C doit être réservée à cet actif-là, si vous utilisez cette méthode. Si vous voulez maintenant créer un nouvel actif, vous pouvez copier-coller ce tableau à côté, d'accord, et vous changez l'actif, le nom, etc. etc. Donc on peut prendre un nouvel actif ici, on peut chercher, j'avais pris comme exemple encore un ETF qui est indexé sur le Nasdaq par exemple. Donc ça, ce sont bien évidemment des exemples, ça ne représente même pas mon propre portefeuille personnel, c'est vraiment uniquement mes propres exemples que je crée ici. Bon, donc vous créez votre nouvelle colonne pour un autre actif, là vous l'aviez acheté par le passé, vous avez échangé peut-être 450 parts d'un actif qui en valait 175 $ par mois en moyenne, ok. Donc c'était un investissement de 78 750 $, hein, c'est pas mal ça.
vous avez un total de parts de 450. Vous voyez, les formules ont été copiées. Une fois que vous l'avez fait, le copier-coller, tout va se recopier à l'infini. Donc pour cet actif-là, vous faites d'autres transactions pour aujourd'hui, 6 décembre. Vous avez encore acheté, vous en avez encore acheté, pardon. Vous en avez acheté, allez, 20 parts à un prix de 160, allez, 16. Pas de dividende, et vous voyez, tout est là. Donc vous avez fait une transaction de 3520 $. Vous avez au total de parts, bon, il faudra remettre un petit peu en... refaire de la mise en page à chaque fois. Oui. Voilà, de la mise en page à peu près. Là, vous en avez 470 parts au total. Donc les 450 du passé plus les 20 que vous venez d'acquérir. Et puis, pas de dividende pour le Nasdaq. Soit un nouvel onglet à nouveau, soit on refait un autre copier-coller pour un troisième actif. Ça peut être assez intéressant d'avoir des actifs obligataires aussi. Donc XFRA, des obligations sur la bourse de Paris. Celui-là. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation. Je prends juste des ETF en exemple. Je n'ai pas du tout ce portefeuille-là. Je n'investis pas en euros sur les bourses européennes. Je n'habite pas en France. Je ne suis pas résident européen. Tout ça ne sont que des exemples. Donc, par le passé, vous avez, alors, prix par part pour celui-là, on va vous mettre du, allez, 20 €. Et vous en aviez 250. Ok. Vous avez fait une nouvelle transaction de 10 pour un achat à 18 €. Alors voilà, tout est à nouveau calculé ici automatiquement. D'accord. Alors celui-là, oui, bon, il ne reverse pas des dividendes, il a dû reverser des intérêts. Allez, 1000 de cumulé. Et vous venez de recevoir un dernier. Voilà, histoire de compléter la chose, hein, vous venez de recevoir un dividende. 12 €. Vous voyez, tout est mis à jour. Hein. Donc, pour les résumer, vous avez, si la case d'activité B3 ici indique un achat, vous voulez une multiplication entre le nombre de parts échangées et le prix par part, pour vous donner le montant de votre transaction. Si vous avez indiqué, la cellule B3 indique le mot vente, vous voulez la même opération, mais avec un nombre négatif. Le nombre va être négatif pour, peu importe pour lequel d'ailleurs, mais en général, il est négatif pour le nombre de parts échangées. D'accord? C'est le nombre de parts que vous enlevez. Et si vous avez un dividende, vous ne voulez rien. D'accord? Il ne se passe rien. Le 0 ici indique qu'il ne se passe rien. Dans l'autre condition, nous avons, si la cellule B3 indique un achat, nous reportons uniquement, cette fois il n'y a même pas de multiplication à faire, nous reportons uniquement le montant de parts échangées dans cette case. Si le montant B3 indique une vente, nous reportons ce même montant en version négative. Et si B3 indique dividende, nous ne faisons rien. Voilà. Donc tout ça, c'est pour permettre à notre formule de somme ici de faire des additions et des soustractions de nombres soit positifs, soit négatifs, en fonction de si on achète ou on vend. Et puis à partir de là, nous avons nos données, et nous pouvons créer maintenant notre tableau de bord de guerre. Alors notre tableau de bord, il faut avoir une idée de l'entête que l'on veut retrouver sur notre tableau de bord. Alors vous vous êtes peut-être demandé, ou peut-être vous l'avez remarqué, peut-être pas, pourquoi est-ce que j'ai pris cet actif ici, cet ETF de Nasdaq qui est coté en francs suisses. Alors là, on le voit peut-être pas ici, mais il faut faire attention, les 175 que vous voyez ici, ce sont des francs suisses. Ce ne sont pas des dollars ni des euros. Donc j'ai fait exprès de prendre un actif coté en francs suisses dans une devise différente pour que, pour le cas où vous avez des actifs cotés en devises différentes. Ça peut être des francs suisses, des dollars américains, des livres sterling. Vous aurez besoin de votre tableau de conversion ici. Donc CHF, c'est le code du franc suisse à l'euro si vous avez vos investissements en euros. Une fois que vous avez rentré ces ces 6 codes, vous allez encore chercher dans les données, mais c'est pas non boursière mais en devise. Ok, ça
on l'affiche ici. Si vous avez d'autres devises, il va falloir les rentrer. Hein. Je ne sais pas combien de devises votre portefeuille est, moi je vais en faire qu'un. Ensuite, on va laisser une case vide ici parce qu'on va reporter les données là. On va avoir les actifs ici, les différents actifs que l'on a. On va peut-être rentrer leur code. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut permettre de reconnaître un peu plus vite à qui on a affaire parce que vous remarquez que le nom est un petit peu trop long à chaque fois. Le type de compte dans lequel vous l'avez investi, ça peut être intéressant d'avoir cette information-là sur votre tableau de bord. Les gains et les pertes. Alors, vous voyez comme j'aime pas de mettre de S à perte. La valeur marchande. Vous aurez besoin du nombre de parts, que l'on ira chercher dans nos données, bien sûr. Hein. Du prix. De la variation quotidienne, des revenus. La variation quotidienne, je le mets sur 2 cellules. Ouais, il est sur une cellule comme ça, je vais les fusionner. Voilà, j'ai mes raisons pour cela. Revenus et les fameux 12 derniers mois qui sont peut-être plus utiles visuellement que vraiment pour une quelconque utilité. Alors, au-dessus des gains et des pertes, je vais indiquer le total des plus ou des moins-values. J'aurai la valeur marchande totale. Voilà, au-dessus de valeur marchande. Et cela va probablement me prendre... Je peux facilement prendre ces 3 cellules ici. Parce que c'est un chiffre que j'aimerais afficher en gros. C'est un peu le total de vos investissements qui seront ici. Donc c'est pas si mal s'il prend 3 cellules ici. Voilà. Et puis je pense que c'est à peu près tous. Donc peut-être un total de revenus ici. Au-dessus de revenus. Et puis la variation quotidienne. Ça va être important ici. Parce qu'on vaudra la somme de toutes les variations quotidiennes de chaque actif. Très bien. Bon. On va présenter ça un petit peu mieux. Voilà, on revient à la ligne. À chaque fois, revenir à la ligne, c'est l'icône qui est ici. Ça permet de mieux ajuster la taille de la cellule à ce que vous avez écrit dedans. On peut encore faire mieux que ça et tout centré aussi. Voilà. Bien, donc l'actif, le premier actif que nous avions s'appelait, c'était celui-là, XLON, donc SUSW. Donc je le reproduis ici. C'est son nom. Je vais chercher ses données pour boursière. Voilà. Maintenant, son code, pour avoir le code, je peux juste aller le chercher directement. Donc, la signe égal, je clique sur la cellule de ma donnée boursière et je vais chercher son code ici, code mnémonique. Et il va me le générer tout de suite. Je peux d'ailleurs faire directement la même chose pour le prix. Donc, le prix égal, je vais chercher ma cellule et je vais chercher son prix. Donc ça, c'est le prix à la clôture d'aujourd'hui. Donc 12,29 €. Vous voyez, par le passé, j'ai dit que je les avais achetés à 10 et à 11 €. Donc il devrait y avoir une plus-value ici. Maintenant, dans quel compte est-ce que vous détient celui-là? Disons que je le détiens dans un PER, un plan d'épargne retraite. Nous allons reporter le nombre de parts. Alors, égal. Nous allons chercher dans l'onglet données ici, et nous sommes dans l'actif SUSW. Le nombre de parts total est ici. La cellule J3. Voilà, nous avons nos 1990 parts qui vont venir ici et qui vont venir se mettre à jour à chaque fois que nous allons remplir les données qui sont ici, à chaque transaction. Nombre de parts est à jour, la valeur marchande, donc c'est le nombre de parts multiplié par le prix du jour. Voilà, donc en ce moment nous avons 24 457 € de valeur marchande. Sur un investissement, on a vu qui était de 19 890. Et c'est ça qu'on va aller chercher pour notre gain, nos plus-values latentes. On va aller chercher cette donnée ici. Donc, gain-perte, nous allons aller à la valeur marchande, moins le total investi ici. D'accord. Et nous avons notre plus-value qui est de 4 567 €. Valeur marchande, moins le total investi.
encore une fois, pour que l'on le voit mieux, peut-être, pour qu'on sache tout de suite où chercher nos données, je peux les mettre. Vous pouvez améliorer la mise en page, hein. Voilà, j'ai vraiment fait vite. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Après, c'est un onglet de données, ce n'est pas votre tableau de bord, mais quand même, il pourrait mériter d'être un peu plus beau que ça. La variation quotidienne, nous allons chercher les données que nous fournit directement Excel. La variation quotidienne, c'est ici modification en pourcentage. Bon, apparemment, il n'y a aucune variation pour ce titre aujourd'hui. Ça va faciliter certains calculs. Donc, pour avoir la variation quotidienne en dollars et non pas seulement en pourcentage, vous allez taper égal, vous allez trouver la valeur marchande du jour, à laquelle vous allez soustraire la valeur de la veille. Pour trouver la valeur de la veille, il nous faut prendre encore la valeur marchande du jour, la multiplier par 1 moins le pourcentage de la journée. D'accord? Donc forcément, on a ici 0, parce qu'on a une variation de 0. Pour les revenus, on va simplement taper égal et aller reporter le total des dividendes ici. Okay. Les 12 derniers mois, on fera ça après. Mais nous avons quasiment toutes nos lignes. Et nous n'avons plus qu'à prendre l'actif suivant. Alors pour notre deuxième actif, c'était le fonds du Nasdaq coté en francs suisses. Alors celui-là, il fallait que j'aille vous le trouver. Voilà. Alors je peux me permettre de tout copier ici, mais il va falloir quand même vérifier certaines choses. Alors, le code est là, c'est le bon. Est-ce qu'il est dans un PER ou pas? Vous choisissez. Alors ici, il y aura des petits problèmes. Nous ne voulons pas J4, nous voulons... mon actif Nasdaq est ici. Je veux le total de parts, donc je veux en fait U3. Voilà. La même chose pour les revenus. Je ne pense pas que ce soit la bonne case qui a été copiée-collée. Total dividende va être ici. La plus-value latente. Donc c'est la valeur marchande moins le total investi qui se trouve ici. Et voilà, ma vraie plus-value de 12 000 euros. Et voilà. Prochain actif, donc des obligations. J'en profite pour faire n'importe quoi. Notre FF obligataire ici. Celui-là, peut-être que nous le détenons dans une assurance vie. Nous avons besoin de reporter les bonnes données cette fois encore. Donc le prix, c'est bon. C'est le nombre de parts qui va poser problème. Donc nous avons 260 parts. Ce qui va poser problème encore, ça va être les revenus ici. Total dividende. Et les gains et pertes, où cette fois nous avons la valeur marchande moins le total investi. Et voilà, nous avons un peu de gain ici. Dernier actif. On va mettre une action en direct. Une action, ouais, on va pas se fatiguer avec autre chose. On va mettre Air Liquide. Voilà. Alors, Air Liquide, j'espère que j'ai pas mis des chiffres trop irréalistes par contre. Oui, parce qu'une acquisition à 20 $, à 20 €, ça va être un petit peu, on va dire à 100, allez 80. Et un autre achat récent à 175. Voilà. Oui, voilà. Air Liquide est là. Ouais. Bon, l'avantage c'est que tout est mis à jour. Hein. J'ai maintenant le bon code et la bonne cotation. Alors, les revenus, je vais aller chercher le total des dividendes, les nombres de parts, total de parts, et la plus-value latente qui est la valeur marchande moins le total investi. Donc voilà, une moins-value ici, c'est ce que je voulais. Maintenant, il nous faut travailler nos sommes. Les sommes de tout ça vont se retrouver ici, dans cette ligne ici. Donc déjà, il va nous falloir générer ici le taux de change, le plus récent entre le franc suisse et les euros. Alors les taux de change, on peut toujours s'amuser à les afficher avec plein de décimales. Le total des plus ou moins values, alors celui-là je vais le décaler ici, il aura plus de sens là. En ce qui concerne le total des plus ou moins values,
je vais juste faire une somme de tous les investissements, alors en euros d'un côté. Voilà, ça ce sont mes 3 investissements en euros. Et je vais rajouter celui qui est en francs suisses, mais le multiplier par le taux de change qui est ici. Il va être intéressant, je pense, de appuyer sur la touche F4. Alors, A2 ici représente le taux de change de francs suisses en euros. Je vais le verrouiller, c'est-à-dire si j'appuie sur la touche F4, j'ai des signes de dollars qui apparaissent. Ne tapez pas les signes dollars vous-même manuellement. Utilisez vraiment la touche F4 pour verrouiller cette cellule. Verrouiller une cellule permet, lorsque vous faites un copier-coller plusieurs lignes ou colonnes plus tard, de ne pas décaler la cellule verrouillée. Alors on va voir ce que ça donne. Alors je n'aurais peut-être pas dû fusionner ces deux cellules-là tout de suite. Voilà. Alors on va voir ce que ça va donner quand je vais copier-coller cette cellule. Parce que là c'était la somme des plus-values. Alors je vais la copier, la coller ici pour la variation quotidienne, pour savoir combien au total j'ai gagné ou perdu dans la journée. Donc au-dessus des variations quotidiennes, je copie la formule. Alors vous la voyez maintenant. Excel a décalé, comme d'habitude, quand on fait un copier-coller sur Excel, elle a décalé la colonne qui était en dessous de D à I. Mais en revanche, le taux de change du franc suisse à l'euro a été verrouillé, donc lui, il n'a pas été décalé. Ok, ça me permet de faire la même chose à la valeur marchande ici. Pareil, je pense que je n'aurais pas dû la fusionner tout de suite. Je vais annuler la fusion de ces cellules. Et donc, je vais copier ça au-dessus de la valeur marchande, là. Et là maintenant je vais pouvoir fusionner ces 3 cellules-là ensemble pour avoir la valeur marchande ici. On peut vérifier que tout a été respecté. Hein. Oui, c'est la somme de tout ce qui est là et la cellule E5, donc bel et bien celle en francs suisses multipliée par le taux de change. Voilà. Donc nous avons globalement tout ce qui nous intéressait. Donc peut-être aussi recopier cette formule pour les revenus. Voilà, comme ça nous avons l'intégrale des dividendes qui ont été perçus. Bon, pour l'apparence, c'est au choix. Moi, j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus sombre, peut-être plus à l'ancienne. Alors des couleurs comme ça en fond, et je mets souvent, comme ce que je vous ai présenté en introduction, je vais vous mettre un fond noir et une écriture blanche ici. Ok. Donc pour changer la couleur des chiffres en fonction de leur signe, vous pouvez sélectionner donc toute la colonne ici et vous allez aller dans les mises en forme conditionnelles et vous allez créer des règles de mise en forme conditionnelle. Alors comme règle, vous pouvez aller en classique, vous allez appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une valeur inférieure à 0, donc ça c'est pour chaque valeur négative, et vous voulez non pas un remplissage rouge forcément, enfin vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez avoir un texte rouge par exemple. Donc automatiquement là on a le rouge qui apparaît ici. Moi c'est des valeurs que je vais afficher en gras. Ok. Donc on recommence, on va rajouter une autre règle. La même chose, sauf que cette fois on veut les cellules qui sont supérieures à 0 et on va les afficher. On va devoir personnaliser, cette fois il n'offre pas l'option. On va vouloir une police qui sera d'une couleur, disons, verte. Après, vous pouvez changer le vert, vous pouvez changer le type de vert, le type de rouge que vous voulez. Pour l'instant, je prends un peu ce que je trouve. Et puis on laisse en blanc ce qui n'a pas bougé. Ça tombe bien qu'on ait un exemple de quelque chose qui ne bouge pas d'ailleurs. Pour appliquer cette même règle ailleurs, je sélectionne ma variation quotidienne, là où j'ai appliqué mes premières règles conditionnelles. Je vais aller chercher comment les gérer et je vais la dupliquer. Alors en la dupliquant, ça ne sert à rien pour l'instant, sauf si je précise que je ne veux que ça s'applique à une autre zone, la zone des gains et des pertes par exemple. Et là je valide, voilà. Et je vais devoir faire la même chose encore une fois pour mes règles négatives, là. Je vais la dupliquer. Et je vais sélectionner encore mes gains et pertes ici et valider le tout. Voilà, donc j'ai mes pertes qui s'affichent en rouge automatiquement. Donc jour après jour, mes couleurs vont varier.
j'aurai du vert quand j'aurai une journée positive, du rouge quand j'aurai une couleur négative, et vous n'aurez pas à gérer ça manuellement. J'aurais peut-être dû inclure celui-là aussi, hein. Voilà. Alors après, voilà, hein, vous prendrez le temps de changer la couleur si elle est trop vive, pas assez vive, comme vous voulez. Là, je la changerai probablement. Les revenus, ça, vous pouvez, pas besoin de faire une règle conditionnelle, vous pouvez l'afficher dans la couleur que vous préférez. La valeur marchande totale, c'est la même histoire. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez la mettre, voilà, ça c'est plus agréable comme ça, c'est votre total, hein, vous en êtes fier. Les plus ou moins values, alors ça pareil, les plus ou moins values, peut-être que vous voulez faire aussi des conditions. Ça vaut le coup, oui. Donc vous mettez du vert, vous mettez du bleu, vous mettez ce que vous voulez, c'est votre choix. On a quelque chose qui ressemble un peu plus à notre résultat final qu'on souhaitait. Voilà. On peut aussi changer la police pour quelque chose qui nous plaît plus. Je ne sais pas, c'est au goût de chacun. Celui-là va être un peu mieux plus large comme ça. Celui-là peut toujours être aussi un petit peu grossi. Alors, une autre chose qu'on peut, toujours un outil visuel qu'on peut rajouter, ce sont des barres de données. Alors, les barres de données ici, nous allons les chercher dans, toujours mise en forme conditionnelle, et dans les barres de données, alors, peu importe la couleur, on peut faire un remplissage uni. Là, vous voyez, il m'affiche directement quelque chose de négatif ici pour ma moins-value du jour. Vous pouvez changer les couleurs manuellement, bien sûr. Alors, pour le faire, vous retournez ici, vous gérez la règle qui existe déjà, donc barre de données est là. Vous faites un double clic et voilà, vous avez remplissage en dégradé ou en couleur pleine. Vous changez vos couleurs là comme vous le souhaitez. Si le rouge ne vous convient pas, vous en mettez un autre. Peut-être un rouge plus foncé, plus clair, peu importe. Un rouge un peu plus... ça, c'est à vous de voir. Mais ça peut vous donner quelque chose comme ça. Vous pouvez également changer le minimum et le maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, par exemple, bon là, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas, mais vous voyez... le taux de remplissage de la barre de données dépend en fait des données qui sont sélectionnées ici de toute cette colonne. Donc vous avez 117,66 qui est le plus haut, donc la barre est au total, est remplie à fond. Et les autres dépendent de ce montant-là. C'est comme c'est votre maximum, c'est 117. Et votre minimum est probablement 0 qui est ici. Et en négatif, ça va dans l'autre sens. Si vous voulez un autre maximum, un autre minimum qui dépend d'autre chose, vous pouvez le faire. Je ne vais pas le faire ici parce que ça n'aurait pas vraiment de sens, je pense. Mais par exemple, si vous voulez faire une barre de données sur votre valeur marchande, par exemple, alors ce n'est pas forcément quelque chose que je ferai, mais si ça vous intéresse, vous allez en barre de données, vous faites votre remplissage, donc vous voyez que là il remplit à 100% 94 000 parce qu'il considère que c'est son maximum, mais c'est peut-être pas ça que vous voulez. Vous voulez peut-être qu'en fait votre maximum soit votre valeur marchande totale, et vous voulez que cette barre de données représente un pourcentage de votre valeur marchande totale, et non pas le plus haut par rapport à votre actif qui est le plus élevé. Donc vous allez devoir aller gérer cette règle de barre de données et vous allez redéfinir le minimum et le maximum. Alors surtout le maximum. Le maximum, vous allez chercher une formule. Ok, vous sélectionnez l'onglet, vous allez chercher voilà, votre valeur marchande totale. Et normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à la pondération de vos actifs par rapport à votre portefeuille total, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dernière chose, alors que j'avais gardé de côté, c'est les 12 derniers mois ici, donc une représentation des 12 derniers mois, ou créer carrément un nouvel onglet pour cela. Donc parce que celui-là, j'ai déjà pas mal surchargé. Je pense que c'était pas l'idéal d'avoir tout sur le même onglet, mais pourquoi pas. Là, pour le coup, les 12 derniers mois, je vais devoir créer un autre onglet ici, que vous pourrez masquer par la suite, parce qu'il n'y aura plus vraiment besoin d'y toucher. Une fois qu'il sera fait, il sera fait. Donc, il va falloir vos 4 actifs ici. On va pas se fatiguer, on va les copier là. Alors ça nous copie toute la mise en page, hein, avec le noir, le crayon blanc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on veut vraiment garder. Ok. Le but ici, ce que je veux faire, c'est que je veux générer 12 mois, les 12 derniers mois de transactions qu'il y a eu pour l'actif en question.
Et je ne veux pas le générer dans une colonne, parce que là, ça va me manger les autres actifs qui sont là. Je vais me le générer dans la ligne ici. Le problème, c'est que pour y arriver à ça, il va falloir utiliser la fonction transpose ici. Et dans la fonction transpose, je vais utiliser ma fonction stock history, qui va me générer, c'est une fonction d'Excel qui va me générer tous les prix des 12 derniers mois, enfin tous les prix que je veux. Donc il me faut l'action en question. L'action en question, c'est celle-là. Je veux son code. Voilà. Point virgule pour changer de paramètre. La date de début, je vais utiliser la fonction aujourd'hui. Moins 365. Ça c'est pour retourner 365 jours en arrière. Point virgule, la date de fin, c'est aujourd'hui. N'oubliez pas de fermer la parenthèse pour conclure la fonction à chaque fois. Point virgule, je veux... Alors il me propose 0, 1, 2. Alors 0 pour les valeurs quotidiennes, c'est ce que je veux. Point virgule, aucun en tête, merci. Et le prix de clôture, donc 1. Ouais. Et ça conclut... Alors je pense qu'il va me falloir quelques parenthèses. J'en mets plus que nécessaire, il va me corriger de toute façon. Voilà. Alors vous avez vu, voilà, il me génère un tableau à l'horizontale de toutes ces données-là. Alors, bizarrement, pourtant j'avais changé la langue du logiciel d'Excel avant, je l'avais mise en français pour ne pas avoir ce problème. Mais je ne suis pas sûr que... Alors transpose, ça ne change rien, je pense que la fonction en français reste transpose. Mais stock history, ce ne sera pas celle-là. Hein. Normalement, je pense que ça va être... alors je ne vais pas le faire ici parce que ça va pas fonctionner. Je vais quand même essayer. Égal, je crois que c'est quelque chose comme historique.action. Normalement, votre logiciel Excel devrait vous le proposer dès que vous commencez à taper historique, mais moi, visiblement, il ne veut pas faire fonctionner en français. Donc je reste avec mes fonctions en anglais ici. Ok. Donc j'ai mes fonctions qui sont là. Je peux copier cette formule et coller ça pour mes autres actifs. Et voilà, tout va être généré. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je compte représenter tout ça ici sous forme d'un petit graphique que vous allez aller chercher dans vos, non pas dans vos données, mais dans insertion. C'est là en général qu'il y a tous les graphiques, hein, mais là vous allez chercher un graphique Sparkline ici, sous forme de trait. Alors il va vous demander de sélectionner une plage de données pour ce graphique, et vous allez dans votre onglet 12 mois, et vous allez me sélectionner tous les prix qu'il a générés. Alors on espère qu'il est fiable. Hein. Alors on va aller plus vite, ça a l'air plus long que je pensais. Voilà. D'accord. Ok, et vous avez votre graphique Sparkline qui est là. Alors plus vous allez élargir cette case, plus il va être peut-être beau. Voilà. Vous pouvez changer, vous pouvez changer les couleurs, la manière dont il affiche. Bon, ça c'est vous qui voyez. Et comme on a tout bien fait, vous n'avez plus qu'à copier les mêmes données sur les autres cases et vous avez votre graphique. Ah oui, celui-là est spécial. Hein. C'est les obligations, ça. Hein. Intéressant. Bah, ça démontre moins de volatilité. Ça veut pas forcément dire qu'il monte plus. Hein. Ça veut juste dire qu'il monte avec moins de variations. Si vous voulez aller à plus de 12 mois, bah, vous changez juste dans votre formule de départ ici. Au lieu de faire aujourd'hui moins 365, vous faites aujourd'hui moins le nombre de jours que vous voulez dans le passé. Il n'y a plus besoin de toucher à ce tableau de données. La fonction aujourd'hui se met à jour. C'est ça l'intérêt d'utiliser la fonction aujourd'hui, c'est qu'elle se met à jour chaque jour. Donc aujourd'hui va changer, demain ce sera un autre aujourd'hui, et ce sera un autre 365. Ce sera vraiment 365 plus tôt que la valeur aujourd'hui. Donc vous pouvez aussi masquer tout ça, d'accord, où il n'y a plus vraiment besoin d'y toucher. Ce graphique se mettra jour par jour à jour, tout comme les valeurs quotidiennes se mettront à jour automatiquement. Là, je suis hors horaire de trading, il n'y a pas de transaction, les marchés sont fermés, donc ça ne variera pas sous vos yeux. Les variations ne sont pas à la seconde, hein, elles sont mises à jour, je ne connais pas la fréquence des mises à jour. Voilà, donc je vous remets le tableau que j'avais en introduction. Vous voyez en introduction, j'avais une action en plus, hein. J'avais LVMH que j'avais inclus ici. Vous aurez besoin d'une connexion internet pour que ce soit mis à jour, mais même si vous n'en avez pas, vous avez au moins une idée de ce qui s'est passé la dernière fois que vous aviez internet.
Il me semble que les données boursières et les données de devises comme ça ne sont disponibles que si vous avez un compte Microsoft Excel 365 ou quelque chose comme ça. Une dernière chose que je pourrais vous montrer, ce serait comment rajouter un jeu d'icônes, de flèches qui indiquent un mouvement vers le haut ou un mouvement à la baisse. Donc si je sélectionne mes variations quotidiennes ici et que je me rends à mise à forme conditionnelle, je vais trouver ce jeu d'icônes ici. Vous n'avez plus qu'à sélectionner les icônes qui vous plaisent le plus et vous vous retrouvez avec vos flèches. Alors on remarque ici que il y a un problème ici dans les règles. On va les modifier ici parce qu'on ne devrait pas avoir une flèche vers le bas quand on a un 0%. Si on a une valeur nulle, on aimerait quelque chose d'autre parce que nous avons une icône ici au milieu qui devrait faire l'affaire. Et là on remarque qu'il y a un problème dans les valeurs qui sont établies. Donc on va tout changer en nombre et on va demander que la flèche vers le haut, la verte, soit strictement supérieure à 0, tandis que l'autre peut être supérieur ou égal à 0. Le égal qui va l'emporter, vous voyez que la valeur négative est directement automatiquement mise ici en rouge, et ça devrait régler notre problème. Voilà, c'est ce que l'on retrouve dans notre exemple final ici. Alors sachez qu'avec Excel, vous pouvez aussi lier d'autres sortes de données, pas uniquement des données boursières. Laissez-moi vous montrer ce que ça peut vous donner. Vous allez être capable, si vous savez, vous pouvez trouver sur internet la pondération de votre portefeuille par rapport aux investissements faits dans les pays où il est investi, les différents pays, si vous avez un portefeuille international. Vous allez copier-coller, hein, ça se trouve sur internet, vous copiez-coller tous les pays dans lesquels l'ETF Monde ou je sais pas investi, vous trouvez sa pondération. Aussi il va falloir le pondérer par rapport à la pondération de votre propre portefeuille, hein, c'est-à-dire que vous avez un ETF Monde, l'ETF Monde investi à 60-70% aux États-Unis, mais vous n'avez que 30% ou 40% de votre ETF aux États-Unis, il va falloir faire 40% de 70%. En tout cas, le but, c'est pas vraiment de faire ces calculs-là dans cette vidéo, mais une fois que vous avez ces informations-là, vous allez dans votre tableau de bord, vous allez à Insertion, vous demandez une carte. Alors, vous avez un écran vide comme ça, vous faites un clic droit et vous demandez une sélection des données. Alors, la sélection des données, vous allez la chercher dans votre onglet de données et vous sélectionnez tout ce que vous avez. Donc, la pondération plus les pays où votre ETF investi. Vous cliquez sur OK et vous avez votre carte. Hein. Bon, moi, je l'ai agrandi, j'ai changé les couleurs. Bon, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des étiquettes pour avoir les pondérations inscrites. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter à votre tableau de bord. Hein. À vous de trouver la présentation qui vous convient le mieux. À vous de trouver l'information que vous voulez concentrer sur votre tableau de bord. Un tableau de bord réduit. C'est pas si mal, un tableau de bord beaucoup plus fourni, un tableau de bord qui prend votre budget, vos finances personnelles, et ou centré sur les investissements uniquement. Donc merci beaucoup. Donc là je vous remets le résultat final de ce qu'on a fait à partant de 0. Vous voyez, hein, il n'est pas aussi beau que l'autre, hein, c'est à travailler au niveau de la présentation. Et j'espère que ça vous a plu et que vous allez vous amuser à créer votre propre tableau de bord. Ça m'évite de rentrer manuellement des tas de données. Je prends un peu la tête à créer ces données-là et de faire une formule pour avoir le moins de choses à rentrer en fait. Une fois qu'elles sont faites, vous voyez, hein, au final, une formule conditionnelle à deux endroits et le reste n'est que des sommes. Donc c'est le plus concis que j'ai trouvé. Alors il y a peut-être mieux, il y a sûrement mieux, mais voilà, je voulais vous partager cette manière de faire là. Et je vous remercie et je vous dis au revoir.